Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. Vous pensez que Molière, et je dis bien Molière, pas Poquelin, a inventé la comédie dramatique du coup ? Oui. C'est-à-dire il a mélangé les deux. C'est exactement ça. C'est-à-dire que il a compris que ce qu'on appelait comique était une illusion, car c'était ne pas rentrer dans le fond des choses, c'était rester à la surface. C'était du clapotis pour faire commedia rire. dell'arte, en fait. Exactement. Alors que lui a vraiment inventé le drame qui fait rire, et pas la comédie qui fait pleurer. Le drame qui fait rire. Molière, c'est tous les enfants de Molière, que ce soit Tchekhov, que ce soit Pirandello, que ce soit Georges Bernard Shaw, que ce soit Oscar Wilde, enfin, je vais tous les citer, Marcel Aimé, etc. Giroud, tout le monde. Je trouve que ce sont tous les enfants de Molière parce qu'ils ont compris qu'on pouvait rire d'un drame et non pas pleurer d'une comédie. Je dis bien rire d'un drame. Ça, ouais. Il a compris que toute comédie est un drame qui fait rire. Mais c'est un drame. Quoi, le mec qui se casse la gueule sur une peau de banane, c'est un drame. Le mec, il peut se péter le dos, il peut être blessé. Ben, nous, ça nous fait hurler de rire. C'est un drame qui nous fait rire, alors que c'est pas une comédie. Oui, c'est ça. Moi, la comédie, et d'ailleurs, ceux qui nous écoutent peut-être, ayez le courage de vous l'avouer. Combien de fois vous êtes sortis d'un film en vous disant « Oui, bon, la comédie, moi, ça me fait pas rire ». Vous l'avez dite, cette phrase, j'en suis certain, ça me fait pas rire. Ah, ça me fait pas rire, ce truc-là. Oui. Voilà. Or, en fait, c'est le drame dont on se sort qui fait rire. Parce que Francis Weber sait très bien faire. Ah, magnifiquement. Et c'est à vous que je le dis, évidemment. Mais... Ah, oui, magnifiquement. Ouais. Francis, il avait, parce qu'il descend en plus d'une famille qui est une famille d'écrivains. Francis, il a c'est absolument incroyable. Il faut le dire à ceux qui nous écoutent, qui évidemment ont vu le dîner de cons comme Le Cornio, comme des films extraordinaires. Mais il a cet égoïsme, parce qu'il en faut quand on est un grand écrivain, comme l'avait justement Oscar Wilde ou Georges Bernard Shaw, comme la Molière, un écrivain, c'est-à-dire qu'il a cet égoïsme de jeter ce qui ne porte aucune puissance comique dans son drame. C'est-à-dire que vous imaginez qu'il a écrit une pièce, Le Dîner de cons, qui, lorsqu'elle a été jouée au théâtre, et formidablement par Claude Brasseur, par Jacques Villeray, bien sûr, et tous les autres qui étaient magnifiques. Elle durait 2h30. Il en a coupé 60%. C'est-à-dire que le film dure à peine 1h10. Oui, c'est vrai. Donc c'est ça le principe même de la comédie réussie, c'est qu'elle fait partie, comme l'automobile, de la Formule 1. C'est pas le rallye de Monte-Carlo où il y a beaucoup de bavures, beaucoup de machins. C'est la vie. Non, là c'est pas la vie, c'est l'intransigeance d'obtenir un effet comique sur tout. Et l'effet comique, il se fait parce que c'est de plus en plus dramatique, la situation. Absolument. D'ailleurs, vous avez ce rire, ce fou rire. Il est vrai, ce fou rire. Quand vous rentrez dans la pièce, à un moment donné, vous allez voir Thierry Lhermitte, c'est un vrai fou rire. Oui, c'est pas possible. Ça, mais c'est quand on l'a fait, Francis, justement pour expliquer à ceux qui nous écoutent que c'est pas du tout de l'improvisation. On peut pas, avec une telle musicalité dans le texte. Jacques Villeray, qui avait joué la pièce 400 fois et était formidable, Francis le reprenait 1 fois, 2 fois, 10 fois, 15 fois sur le rythme. Non, Jacques, c'est pas ça. Alors, messieurs. Non, alors, messieurs. Moteur. Alors, monsieur, non, alors, monsieur, c'est-à-dire que la musicalité était là pour obtenir le rire. Et Villeray a été exceptionnel non seulement par son talent à la Rému, mais en plus par sa discipline. Il a écouté Francis Weber de A à Z, comme Thierry Lhermitte, comme nous tous. Et pour le rire, quand on a fait la scène du rire, il a mis la caméra sur moi et il tournait qu'à une seule caméra, ce qui montre bien sa virtuosité à Francis Weber. Il enchaînait pas, il voulait vraiment
plan par plan à voir ce qu'il voulait. Et la caméra était sur moi, moteur. Thierry donc était juste en face de moi, hors caméra. Il me dit sa réplique, je hurle de rire, coupé. Et Francis Weber fait, parce qu'il avait le combo en plus, donc la petite télévision où il pouvait voir ce que la caméra avait enregistré. Bon, très bien, on l'a. Bon, on refait, hein, juste comme ça. Il m'en a fait refaire une trentaine. Incroyable. Et au bout de 30 fois, il m'a dit... oui, non, mais c'était la première qui était là. C'est extraordinaire. Il est extraordinaire, cet homme-là. C'est incroyable. Et c'est là qu'on voit que c'est un métier et que c'est pas simplement apprendre par cœur. Non, c'est un métier. C'est un métier où, voilà aussi pour ceux qui nous écoutent, qu'est-ce qu'un chef d'orchestre ? Un chef d'orchestre en musique, donc, c'est celui qui a la responsabilité d'une seule chose, pas de deux. C'est pas lui qui est le pianiste, c'est pas lui qui est le virtuose, c'est pas lui qui est le compositeur. Il n'est pas là pour changer la partition. Il est là pour quoi ? Il est là comme sa baguette pour diriger le rythme. Ça s'arrête là. C'est pas à lui de dire au pianiste « Je voudrais que tu joues comme ça ». Pas du tout. Tais-toi, chef d'orchestre. La seule chose qu'on attend de toi, c'est que tu nous donnes le solfège, le rythme exact. La preuve, quand vous prenez le même concerto, interprété par le même orchestre, j'insiste, le même orchestre, mais dirigé par deux chefs d'orchestre différents, c'est pas la même chose. Eh bien, au théâtre, un metteur en scène n'est donc pas là pour interpréter le rôle. C'est pas ton métier. L'acteur, il est là pour, ou alors change, viens jouer le rôle. Et le metteur en scène, il est pas là pour faire le décor, il est pas là pour faire les costumes, il est pas là pour faire la lumière, il est pas là pour faire la musique. Le metteur en scène, il est fait pour, comme son nom l'indique, donner le rythme. Mettre en scène une pièce, c'est lui donner le rythme exact et dire aux acteurs quel est le solfège de leur rôle. Et ça veut dire quoi, le solfège ? Ça veut dire, tu dis un texte, par exemple, « Laissez-moi, je vous prie », mais encore dites-moi quelle bizarrerie, « Laissez-moi là, vous dis-je, et courez vous cacher ». Un metteur en scène, il n'est pas là, ou alors c'est qu'il a choisi des acteurs imbéciles. Il n'est pas là pour dire aux acteurs « Joue comme ceci, joue comme cela ». Absolument pas. Quand on choisit les acteurs, comme on choisit les musiciens d'un orchestre, on les prend parce que ce sont des virtuoses, ou alors on fait autre chose. Et quand le metteur en scène a quelque chose à faire sur une scène de théâtre, c'est de dire aux comédiens « Arrête-toi, stop ! Arrête-toi juste après ce mot-là. Prends un temps et fais le reste après. » C'est pas le comédien qui doit se regarder jouer. Et s'il a accepté d'être dirigé par tel metteur en scène, il la ferme. Ou alors, fallait pas accepter, il fallait dire, moi, je veux pas travailler avec ce metteur en scène. Un metteur en scène, c'est quelqu'un qui donne à son acteur le rythme exact, le silence exact. Où se met le silence? Où se porte le regard? Parce que le regard fait partie du rythme. Le rythme de l'acteur, c'est pas seulement de sortir par sa voix l'âme et la sensibilité, c'est comme un musicien. Un chef d'orchestre, c'est quelqu'un qui dit à un pianiste, non pas comment faut jouer, mais en le rythmant de lui dire plus haut la main. Comment? Plus haut la main avant de frapper à ce moment-là, parce qu'à ce moment-là, vous serez dans le rythme exact. Si elle est trop bas, vous serez jamais dans le rythme exact. Ah bon? Oui, faites-le. Ah oui, vous avez raison. Et pour un comédien, c'est de lui dire, non, quand tu dis cette phrase-là, regarde par terre. Ne le regarde surtout pas lui en face. Parce que si tu le regardes lui en face, tu sortiras pas la phrase au bon rythme. Mais si tu dis par terre, si tu regardes par terre, tu vas la sortir avec une espèce de nonchalance. Oui, tu sais, écoute, fais ce que tu veux. Alors que si tu es en train de regarder, tu seras obligé de lui dire, oui, alors tu sais quoi? Fais ce que tu veux. C'est pas du tout le même rythme. C'est là où il faut accepter, quand on rencontre un metteur en scène, d'avoir le courage de se mettre totalement entre ses mains. Si tu l'acceptes pas, ne fais pas la pièce avec ce metteur en scène. C'est très bien expliqué. On comprend très bien. À l'époque de Molière, justement, l'auteur et le metteur en scène écrivaient rôle par rôle. La pièce n'était pas écrite comme aujourd'hui. Chaque comédien avait son rôle, mais ne connaissait pas forcément le rôle des autres. C'est pour ça qu'elles ne sont pas toutes publiées. C'est pour ça qu'on ne retrouve pas grand-chose de Molière.
on retrouve pas grand-chose. On n'a pas beaucoup d'écrits de lui. Et forcément, il faut qu'on parle de la petite polémique qui existe. C'est très simple. Comme Molière était donc... il faut le comprendre. Molière, à un moment, décide donc de renoncer à son métier de futur avocat. Il a sa thèse, il l'a passée à Rouen. Il tombe amoureux d'une actrice, Madeleine Béjart, qui fait partie de la grande famille des Béjart, comme la famille des Sénier, Louis Sénier, Emmanuel Sénier, Françoise Sénier, etc. Cet amoureux fou de cette actrice décide donc de partir avec elle, de créer une troupe, de payer cette troupe, puisqu'il va prendre de l'argent de sa charge de tapissier du roi. Son père lui donne l'argent, au revoir, je ne veux plus te voir. Il s'en va, il commence avec sa troupe, et comme il entend que sa troupe qu'il paye joue exactement d'une façon moderne, normale, naturelle, comme jouaient ceux qui faisaient les one-man shows de l'époque, les battleurs du Pont-Neuf, Tabarin, Gros Guillaume et les autres, Guillaume Gorju, Molière se ruine. Le public déteste cette façon de jouer. Il n'est pas dans son opéra parlé, il comprend pas, il n'y a pas de télévision, il n'y a pas de radio, il ne sait pas qu'un acteur peut être aussi simple et normal comme dans la vie. C'est une escroquerie pour le public, c'est la ruine, il fout le camp en province. En province, il devient le secrétaire du prince de Conti. Tous les grands seigneurs en France, et même du point de vue de la religion, avaient dans chaque ville, il y avait la troupe de Monseigneur, d'Archambault, Monseigneur, de Queyrac, etc. Et donc, ça devient la troupe du prince de Conti. Il va faire quelques tournées, beaucoup de représentations dans le sud-est de la France notamment, et Molière, tout d'un coup, apprend que le prince de Conti a la vérole, le prince de Conti, qui était un libertin, qui était complètement l'esprit ouvert et tout, rentre dans la confrérie du Saint-Sacrement, il sait qu'il lui reste quelques années à vivre, très peu, et il va devenir le pire ennemi de Molière, dehors le comédien, dehors la troupe. Molière, à ce moment-là, a la possibilité incroyable de devenir la troupe de Monsieur Frère du Roi. Pourquoi ? Parce que Monsieur Frère du Roi, qui était homosexuel, Monsieur Frère du Roi, son grand chambellan, donc le numéro 7 du royaume, c'était le comte de Modène. Et que le comte de Modène était en fait l'amant de Madeleine Béjart depuis des années. Il avait eu un enfant avec elle. On avait déclaré que c'était la femme de Modène qui était la mère. Ensuite, il a eu un deuxième enfant avec elle. Et cet enfant a été déclaré sans père. Et cet enfant, c'est la petite Armande Béjart, baptisée chrétienne, bien sûr, mais qui n'a pas de père. Ce père caché, c'est le comte de Modène. Parce qu'évidemment, il est impossible de faire éclater le scandale. Et donc, cette Madeleine Béjart, cette petite fille, arrive à sauver Molière. Madeleine le sauve, le comte de Modène convainc Monsieur Frère du Roi de prendre cette troupe, et en 1643, Molière n'a que 21 ans, il crée une pièce qu'il écrit en alexandrin pour être justement dans le style un peu, mais quand même, il commence à créer sa première marionnette Mascarille, qui deviendra Scapin, qui deviendra Sosie, qui sera son emblème, son charlot à lui. Le succès à Lyon est tout à fait honorable. Fou de joie, Monsieur Frère du Roi remonte à Paris et veut montrer au roi Louis XIV le triomphe de sa troupe. Et le roi, ce soir-là, pour la première représentation, c'est une tragédie, c'est une catastrophe. Pareil, comment on peut jouer comme ça ? Il va pour se lever, son frère l'attrape par le bras, on ne saura jamais ce qu'il lui a dit à l'oreille, ils reviennent s'asseoir et là c'est la comédie. Et le roi, Louis XIV, j'insiste là-dessus, exactement comme Napoléon a bâti la véritable comédie française en faisant les statues grâce à Talma, là, il se trouve que le roi Louis XIV va prendre une décision en 1 minute qui va changer le visage de la France culturelle. Il va décider, alors qu'il y avait 2 troupes. Il y avait une troupe subventionnée qui était la troupe royale, et puis il y avait la troupe de l'hôtel de Bourgogne, la troupe du Marais. Ces 2 troupes, évidemment, jouaient d'une façon épouvantable, en déclamant, et jouaient des pièces épouvantables pour la plupart, sauf tout d'un coup, par exemple, le Cid que Floridor au Marais va créer, mais en le jouant d'une façon épouvantable. Et le roi Louis XIV, en 1 minute, va prendre la décision suivante. Je te vole
ta troupe, elle devient ma troupe, et non plus la troupe de Monsieur Frère du Roi, mais il l'appelle la troupe du roi. En appelant la troupe du roi, Louis XIV officialise cette troupe dont personne ne pourra dire un mot de mal, car insulter la troupe du roi, ce serait insulter le roi, alors qu'insulter la troupe royale, il n'y a aucun problème. Et donc, tout d'un coup, il choisit ce Jean-Baptiste Poquelin, ce jeune Molière, pour devenir non seulement celui qui va se retrouver dans un théâtre qui est complètement mort, qui est à l'abandon, qui est le théâtre du Palais Cardinal que Richelieu lui-même a fait construire à l'intérieur du Louvre, il n'y a pas encore Versailles, et il va donc l'appeler, puisque par testament Richelieu a laissé ce Palais Cardinal au roi, il va l'appeler le Palais Royal. Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder.